manchettes. Leucan rajeunit sa campagne promotionnelle. Le pavillon Willebras Dufault retire ses caméras de surveillance dans les toilettes. Bienvenue à ce Web Journal du jeudi 15 février 2018. En cette journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique, Leucan célèbre en grand avec une nouvelle image. Selon le directeur multirégional Jacques Tremblay, il s'agit d'un vent de renouveau qui souffle sur Leucan. Voici le reportage d'Antoine Damour. Leucan a fêté ses 40 ans aujourd'hui en lançant sa nouvelle campagne publicitaire nommée « S'unir pour soutenir ». Elle présente un concept plus dynamique et jeune selon le directeur multirégional de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jacques Tremblay. Oh, bien, cibler des donateurs plus jeunes, mais sensibiliser aussi les plus jeunes parce que, bon, ça commence tout petit. Hein, notre clientèle, c'est les 0 à 18. Alors, sensibiliser la clientèle plus jeune pour leur démontrer, bien, pour ceux qui sont en santé, que c'est un privilège. De vieillir en santé, puis que ce n'est pas donné à tous. Leucan innove cette année avec la présentation d'une expérience de réalité virtuelle immersive où l'on est mis dans la peau des membres d'une famille touchée tout au long du processus, du diagnostic à la rémission. Alors, cette réalité virtuelle-là a été quand même chapeautée par plusieurs partenaires, ce qui nous permet de faire vivre un peu l'expérience Leucan aux gens qui veulent bien le vivre, puis aussi, je dirais, se mettre un peu dans la peau pendant quelques minutes d'une famille Leucan. Plusieurs personnalités publiques participent à la campagne, dont Marie-Mé, Dominique Paquet et Patrick Groux. Très ambitieuse, je dirais, parce que, bon, ils sont à la recherche de 40 géants, justement pour contribuer à la recherche clinique. Sur la somme amassée, il y a 1,1 million qui va être injecté dans les prochaines années en recherche clinique. Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean tiendra une compétition culinaire jeudi soir prochain à l'Hôtel Montagnet où les convives seront invités à juger les différents plats qui y seront présentés. L'organisation en profitera même pour procéder à une importante annonce concernant son 40e anniversaire. C'était Antoine Damour, ATM Nouvelles, Saguenay. Les utilisateurs de la piscine d'Olbeau-Mistassini devront s'armer de patience pour fréquenter à nouveau la piscine. Un bris majeur au filtreur cause la fermeture du centre aquatique pour une durée indéterminée. En entrevue à l'émission Il y a des matins, le maire Pascal Cloutier a souhaité une réouverture à temps pour la semaine de relâche. La Ville souhaite se pencher sur un projet d'un tout nouveau complexe aquagym dans les prochaines années. Les 4 chambres de la Maison du Havre du Lac-Saint-Jean ont subi une importante cure de rajeunissement avec des travaux de 30 000 $. C'est une dizaine d'entrepreneurs qui se sont unis pour effectuer gratuitement les travaux des chambres en soins palliatifs. Cette maison dessert toute la MRC du Domaine du Roi qui compte environ 32 000 personnes. Le présumé tireur Christopher Ouellette a renoncé hier à sa liberté conditionnelle au palais de justice de Chicoutimi. C'est en souhaitant protéger les membres de sa famille que Ouellette a tenu à abandonner la procédure judiciaire. Il a été arrêté le 6 février alors qu'il a été accusé de tentative de meurtre après avoir tiré un coup de feu en direction d'un autre homme à Jonquière. Plusieurs entreprises emboîteront le pas à la future usine de BlackRock, la première société à s'installer au site de Grande-Anse, selon le directeur du développement industriel, Claude Bouchard. Mardi soir, la Ville a proposé l'approvisionnement d'eau à même la rivière Chicoutimi comme solution alternative. Ma collègue Gabrielle Paul a rencontré M. Bouchard pour connaître les détails de cette annonce. On les écoute. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. D'abord, comment la Ville est arrivée à proposer cette solution d'approvisionnement d'eau dans la rivière Chicoutimi pour l'usine BlackRock? Bien, écoutez, en fait, il faut remonter peut-être il y a quelques années, je vous dirais. Saguenay s'est doté dans le schéma d'aménagement en 2011 d'une zone industrielle pour les industries de grand gabarit. C'est une zone qui présentait beaucoup d'avantages étant en bordure du port. Parmi les faiblesses qu'offrait cette zone-là, il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité. Donc, on pouvait... C'est toujours la poule ou l'œuf, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a des projets qui ont été annoncés récemment, dont celui de BlackRock. Alors, on a commencé les travaux pour regarder à approvisionner le parc en eau, protection incendie, l'eau potable et l'eau de procédé. D'accord.
Puis justement, pourquoi l'usine BlackRock a-t-elle besoin d'un approvisionnement en eau potable? Bien, dans les procédés d'usine industrielle, là, c'est pas propre à BlackRock, là. Qu'on pense aux usines qu'on a sur le territoire, là, Résolu, Elkem, Rio Tinto ou d'autres usines, ils ont besoin d'autres procédés dans leurs opérations. Et pourquoi la rivière Chicoutimi précisément? En fait, il y a différents scénarios qui ont été évalués. Et mardi soir, on a fait une consultation également auprès des citoyens. Et suite aux commentaires des citoyens, vous savez, un projet, hein, ça doit se faire aussi avec la population locale. Fait que, suite aux discussions, bien, on a opté pour analyser le scénario de la rivière Chicoutimi. Mais là, on parle encore d'études. D'accord. Ouais. Quelles restrictions l'usine pourrait-elle faire face à un approvisionnement dans cette rivière-là? Excusez-moi, vous voulez répéter la question? Est-ce qu'il y a des restrictions que l'usine pourrait avoir en approvisionnement d'eau dans la rivière? Est-ce qu'il y a des réglementations, certaines réglementations qui pourraient restreindre l'accès? Ah, bien, écoutez, en fait, tout se fait toujours en conformité avec les règles et lois du Québec, principalement l'environnement. Donc, mais pour nous, on doit connaître d'abord, parce que BlackRock, c'est un des premiers projets. Et le parallèle que je fais souvent, parce que parfois, on mentionnait l'eau de BlackRock, mais ce n'est pas l'eau de BlackRock, hein. C'est l'eau du parc industriel-portuaire. C'est comme un développement domiciliaire. Ce n'est pas pour le premier résident qu'on installe l'eau. C'est pour le quartier en entier. Donc, et si je reviens à votre question, c'est que ça doit se faire en conformité, évidemment, avec les règles environnementales, mais aussi avec les besoins du client. Okay. Donc, c'est lui qui connaît ses volumes et nous, on va évaluer le niveau de la conduite en fonction des volumes de BlackRock, mais des volumes aussi de d'autres projets qui pourraient se greffer dans le parc industriel-portuaire. Puis c'est comme ça aussi pour le gaz, puis c'est comme ça pour l'électricité. Savoir quelle puissance qu'on va amener. Donc, je comprends que c'est une première, ce système de puisement-là, pour le parc de Grand'Anse. Oui, parce qu'il n'était pas doté d'eau. OK. Et est-ce que c'est un système qui est vu ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent qui se fait dans d'autres parcs industriels dans la province, par exemple? Oui. Et je vous ferai un exercice de comparatif, si vous voulez. Un des parcs qui est très bien équipé, qui est situé à Bécancour, peuvent desservir environ presque 3 fois le volume que nous, on compte installer. D'accord. Et j'imagine, puisque Grand'Anse et La Terrière, c'est pas à côté, ça doit être assez compliqué comme transportation. Puis il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Est-ce que vous savez comment les frais vont être distribués? Bien, en fait, la loi est faite ainsi. On ne peut pas au Québec donner l'eau. La façon dont on finance, évidemment, là, on ne connaît pas les coûts de projet. Mais pour ce type de projet-là, lorsqu'on connaîtra le coût exact des projets, puis c'est des études à venir qui vont nous permettre de déterminer le coût, on se tourne le plus souvent vers le gouvernement du Québec pour demander de l'aide pour nous aider à développer le parc industriel-portuaire. Et ensuite, la Ville finance et se repaie à même l'eau qu'elle vend aux utilisateurs. D'accord. On a entendu parler d'une exemption de taxes pour BlackRock concernant ce projet-là. Ça va durer combien de temps, cette exemption-là? Bien, en fait, encore là, ce n'est pas une exemption de taxes pour BlackRock. BlackRock devra faire la demande. C'est qu'il y a un programme de congé de taxes à Saguenay qui avait été mis en place en 2016, je crois. Donc, le congé de taxes, comme il est modulé actuellement, c'est 100 la première année, 90 la deuxième, ainsi de suite, jusqu'à l'an 0. Mais vous savez, hein, quand on tente d'attirer des investissements et qu'on réussit, on dit, c'est des taxes qu'on a. Si l'entreprise n'était pas venue s'établir, c'est des taxes qu'on n'aurait pas. C'est un atout pour nous quand on mentionne aux entreprises qu'on a un programme de congé de taxes. Des fois, c'est ce qui peut faire la différence entre s'installer chez nous et s'installer ailleurs. Donc, ce n'est pas propre à BlackRock, c'est pour toutes les entreprises sur le territoire. Il y a des critères très particuliers, là, mais quand même, il faut que les entreprises se qualifient. Mais grosso modo, le programme de congé de taxes actuellement en vigueur est sur 10 ans. Et les dernières vérifications qui restent à faire, les études sur les impacts environnementaux, est-ce qu'on va voir ça bientôt? Bien, en fait, elles sont déjà sur le
le site Internet du gouvernement du Québec. Les entreprises ont l'obligation, dans de tels projets, de faire part de leur étude d'impact environnemental. Elle peut être consultée par le public. Puis actuellement, écoutez, vous et vos auditeurs peuvent consulter l'étude en question. Bien, parfait. Merci beaucoup, M. Bouchard. Bien, bienvenue. La centrale de chute à Caron de Rio Tinto force l'arrêt des travaux en raison d'une possible intoxication au plomb. Un employé s'affairait au ménage lorsque le produit s'est propagé dans l'air. Une trentaine de travailleurs ont dû effectuer des tests sanguins afin de voir s'ils étaient contaminés. La porte-parole de l'entreprise, Xuan Nanvu, affirme qu'un seul employé présenterait des symptômes reliés à cet incident. Aucun résultat officiel n'est cependant disponible pour l'instant. Les caméras installées dans les toilettes de l'école secondaire Pavillon Wilbur-Dufault ont été retirées cet après-midi. C'est ce qu'a confirmé la conseillère en communication de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Véronique Leclerc. Camille Boutin, pourquoi ces caméras avaient-elles été installées? Marie-Ève, elles ont été installées la semaine dernière dans les salles de bain réservées aux garçons ainsi que celles réservées aux filles. Selon la direction, le but était vraiment de maximiser la sécurité des élèves. Mais de qui provenait cette directive? C'est la direction de l'école qui a pris la décision. Ce que Mme Leclerc m'expliquait plus tôt, c'est que les directeurs ont un certain nombre de pouvoirs, dont celui de décider si oui ou non l'installation d'un système de surveillance est nécessaire. Mais dites-moi, Camille, n'y a-t-il pas une réglementation? Oui, Marie-Ève, évidemment, il y a des règles qui concernent l'utilisation des systèmes de surveillance dans les toilettes publiques. Madame Leclerc a d'ailleurs mentionné que c'est parce que la direction avait mal compris le règlement que tout cela est arrivé. On l'écoute à ce sujet. Que dans des motifs raisonnables, dans le fond, les installations, ils peuvent demeurer. Là, ce qu'on va faire au pavillon Wilbur-Dufault, c'est qu'on va retirer les caméras. Donc, mais les installations vont demeurer si jamais il y a une problématique dans le futur là, d'intimidation ou de vandalisme dans les salles de bain. On va pouvoir remettre les caméras en place, puis filmer vraiment jusqu'à ce que la problématique soit réglée. Les caméras seront retirées, mais le système restera en place. Mais pour quelle raison, en fait? C'est vraiment dans un souci de prévention que le système de surveillance sera conservé. Il ne sera toutefois plus lié aux caméras. Donc, on enlève les caméras, mais on garde le système en place jusqu'à nouvel ordre. Madame Leclerc nous l'explique à l'instant. Les installations peuvent être là. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de filmer 24 heures sur 24, 365 jours par année, comme les autres caméras qui sont installées dans l'école. Et c'est un peu ça la nuance à faire. Puis la direction, elle n'a pas fait cette nuance-là. Elle pensait qu'elle avait le droit de les faire. Bien entendu, c'est un soulagement pour les élèves qui voyaient plutôt une violation de leur vie privée, même si les caméras n'étaient pas directement orientées vers les cabines de la toilette. Il y avait une certaine inquiétude par rapport à la présence d'un système de surveillance dans la salle de bain. Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir, Marie-Ève. Un chauffeur d'autobus scolaire de la compagnie Intercar a été soupçonné d'agression sexuelle sur une enfant mineure. Un processus d'enquête a été mis en place qui a par la suite mené au congédiement de l'employé. Le chauffeur en question avait déjà une restriction l'interdisant d'être en présence d'enfants de moins de 16 ans. La Sûreté du Québec mène une enquête afin d'éclaircir le dossier. C'est avec un bénéfice net de 7,7 millions de dollars que l'entreprise Nutrinor termine son année financière. C'est une nouvelle positive qui marque le plan triennal d'investissement selon le président Jean Lavoie. Si les membres entérinent la proposition du conseil d'administration aujourd'hui, ils se partageront une ristourne de 2,35 millions, un montant plus élevé que celui de l'an dernier. Le montant en dons et commandites représente une somme de plus de 173 000 $ redistribués sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un référendum sur le projet d'accès libre est présentement en cours à l'UQAC. Issu de consultations entre les étudiants, l'administration municipale et les responsables du transport en commun, le projet propose des modifications dans les trajets et les horaires des autobus au profit de la clientèle étudiante. Les responsables du référendum se disent satisfaits du taux de participation. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on a atteint le quart des participants, puis on espère encore que ça va encore monter d'ici ce soir. Les résultats de la consultation seront connus demain. La police de Saguenay demande l'aide du public pour retrouver un individu qui aurait commis un vol d'un manteau le 5 février à l'édifice polyclinique du Saguenay à Chicoutimi.
Selon les policiers, le vol s'élève à un montant de 1 000 $. Quiconque possédant des informations qui pourraient aider à retracer le voleur peut communiquer avec la sécurité publique du Saguenay au 418-699-6000. L'artiste peintre Jeannette Tremblay exposera ce soir au bureau de la comté de sa fille, la députée Mireille Jean, sur la rue Racine à Chicoutimi. La dame de 92 ans accueillera quelques invités triés sur le volet. Ma collègue Gabrielle Barkoviak l'a rencontrée plus tôt dans la journée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Madame Tremblay, comment vous vous sentez à l'approche de votre vernissage? Ah, mais c'est vraiment sensationnel, hein, de se sentir occupé par les autres, puis bien entouré. Moi, ça m'émeut. Vraiment, là, je suis très heureuse de ça. Puis, parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la peinture? Eh, mon Dieu Seigneur, c'est loin, ça, hein? Ça commence à Ça fait longtemps? des moments. Oui, ça fait comment ça fait donner. J'ai toujours dit, moi, je suis bonne du dessin. Je suis bonne du coup de crayon, je suis bonne du dessin. Puis j'ai toujours dit que je suis venue au monde avec un crayon. Puis je pense que c'est vrai parce que je regarde encore des papiers que j'ai dans mon jeune âge, là. Puis j'ai des dessins faits au plomb. Quand j'allais à l'école, les maîtresses, ils partaient avec mes dessins parce qu'on dessinait, nous autres, le vendredi. Le vendredi après-midi, nous autres, c'était notre bonheur, c'est de partir puis faire des dessins avec notre cahier. Puis souvent, la maîtresse, elle partait avec le cahier pour s'en aller chez elle. Puis là, à un moment donné, quelques jours après, on ne s'en rappelle plus, nous autres. Puis on n'a jamais vu le dessin. Mais ça me fait plaisir, ça, par exemple, hein? Parce que, espérons qu'ils l'ont encore. C'est ça qui est intéressant. Ben oui, il faut garder nos beaux souvenirs. Vous êtes allé à Paris pour la peinture? Est-ce que ça... Oui, bien, ça, c'est... je t'ai passé beaucoup de temps pendant ce temps-là, tu sais. Oui. Je me suis mariée aussi, là. j'ai eu des enfants, imagine. Et, ça a été un grand bonheur, ça, avoir des enfants. Puis, tu me posais la question, justement, que j'avais été à Paris. Oui. Bien, j'ai un fils qui reste là. Puis, moi, ça me donnait la chance quand même d'y aller. Puis, j'ai été exposée parce que je voulais prendre l'expérience d'aller exposer là, voir s'il y avait une différence. Puis, j'avais suivi des cours avant d'aller exposer. J'ai été 7 semaines en France, que j'étais chez mon fils. Puis, je voulais aller là pour voir comment ça se passait. Puis, ça ne m'a pas donné une chose de dessin, mais ça m'a montré comment enseigner. Je suis très heureuse de ça parce que c'est des bons moyens, puis c'est des méthodes qu'on n'avait pas. Fait pour moi, ça m'a aidé beaucoup aussi parce que j'ai toujours exposé. Okay. J'ai toujours enseigné, je voulais dire. Mais là, ce soir, ça veut dire que c'est pas votre première exposition? Non, c'est pas ma première. Je l'avais faite à Montréal avant. OK. Ah oui. J'ai commencé ici, proche, là. Puis dans la place de la région du Québec, là, il n'y a pas de problème. J'ai exposé énormément. Puis j'organisais des expositions aussi. Croyez-vous arrêter de peindre un jour? Arrêter de peindre? Oui. Oh non, jamais. Non, on peut pas arrêter un bonheur qu'on aime depuis toujours. Puis il faut penser aussi que ce qu'on transmet aux autres, là, ça nous enrichit toujours. Puis pendant que ça nous enrichit, nous autres, ça nous fait un grand bonheur, puis ça nous fait être connus aussi. Puis c'est pas si mauvais que ça, être connu, hein? Non. C'est très, très agréable. Puis est-ce que vous avez d'autres projets artistiques à venir? Bien là, j'en ai un. Je ne sais pas si je vais vivre assez vieille pour ça, là. C'est ma biographie. Oui, OK. Ah oui, celle-là, là, ça va faire un livre épais comme ça. Ah oui, si je suis capable de faire un bon boulot. Puis vous, Madame Jean, comment ça a été de grandir dans un milieu probablement un peu artistique, vu votre mère? Mm-hmm. En fait, j'ai toujours vu ma mère qui avait ses enfants, qui était très occupée. On avait quand même 8 enfants. Et je l'ai toujours vue conserver sa passion vis-à-vis l'art. Elle trouvait toujours un temps dans l'après-midi pour faire des peintures et tout.
Et personnellement, ce qui m'a inspirée, c'est l'équilibre que ma mère présentait. L'équilibre entre ses responsabilités de mère et l'équilibre par rapport à ce qu'elle avait besoin de faire pour elle-même, qui était à ce niveau-là, au niveau des arts, son implication sociale. Donc, c'est tout ce côté d'équilibre-là qui m'inspirait beaucoup de la part de ma mère. Puis est-ce que ça a été transmis avec les enfants? Je crois que vous êtes 8. 8 enfants, oui. 6 garçons, 2 filles. Est-ce qu'il y a des artistiques parmi les 8? Bien sûr. Oui. Bien, moi, je suis architecte de formation, donc ça s'est transféré là-dessus. Et j'ai un frère qui est vraiment, sa carrière est artistique, les musiciens. C'est lui qui est en France, qui a fait sa graduation à Paris et qui est maintenant directeur d'une école de musique. Il a été chef d'orchestre et il a fait sa carrière vraiment dans la musique et c'est un passionné de musique. OK. Je rajouterais qu'effectivement, chacun des 8 enfants, je pense, à cause du modèle de maman, ont développé un petit côté artistique. Il y en a que c'est dans la musique, comme elle dit, il y en a un qui joue de la trompette dans l'harmonie, l'autre qui joue du cor français, qui est chef d'orchestre. Moi, c'est au niveau des arts graphiques. J'ai un de mes frères qui fait de la menuiserie, l'autre qui fait de la sculpture, de façon au niveau de leur hobby, mais chacun, finalement, a développé un petit côté artistique à lui. Et je pense que ça fait un équilibre mental vraiment, vraiment intéressant. Puis tout ça, c'est certainement grâce à maman qui nous a donné l'exemple et le goût de faire ce genre de choses. Elle vous l'a transmis. Oui. Donc, merci à vous deux. Je m'entretenais avec Jeannette Tremblay, qui est artiste peintre et qui tiendra un vernissage au bureau de Mireille Jean ce soir. Le passionné d'astronomie et photographe amateur Stéphane Simard sillonne les écoles de la région avec son planétarium mobile pour instruire les élèves du primaire. Entre physique et mythologie, c'est une vraie découverte des constellations à leurs histoires à l'intérieur d'un dôme qui peut accueillir jusqu'à une trentaine de personnes. Flavie Villeneuve, vous avez suivi M. Simard à l'école Sainte-Lucie. Quelle a été la réaction des élèves? Oh ben, ils sont littéralement émerveillés, ils aiment vraiment, on voit des yeux qui pétillent lorsqu'ils rentrent sous le dôme. Donc c'est une initiative de Stéphane Simard et de Michel Maillet. Ils ont prévu en fait toute une narration et une explication autour de l'histoire des étoiles à travers toutes les photos que M. Simard peut faire lors de ses voyages. Et c'est des voyages dans le Saguenay, je tiens à préciser. Ouais. C'est vraiment un enchantement pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Je vous laisse découvrir dans le reportage. Ce n'est pas une journée ordinaire à l'école primaire Sainte-Lucie à Arvida. Le passionné d'astronomie Stéphane Simard a investi les lieux. Dans quelques instants, 21 élèves vont se faufiler sous ce dôme fait de toiles de parachute pour découvrir les constellations et leurs légendes avec son lot de surprises. Et les réactions, ça dépend. C'est des wow, c'est beaucoup de questions. Celle-là, c'est une de mes préférées. On l'appelle la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Depuis 2 ans, celui qui se fait appeler Monsieur Stéphane et son ami Michel Maillet deviennent des narrateurs sous le planétarium ambulant. À travers le travail photographique de Stéphane Simard, il raconte la mythologie qui entoure les constellations du Lion, des Gémeaux, de la pépinière d'étoiles d'Orion ou encore la légende de la Grande Ourse et la Petite Ourse. Un travail éducatif qui émerveille les petits comme les plus grands sous cette reproduction de la voûte céleste. Ça, c'est l'endroit de M. Stéphane. C'est un aurore boréale, mais elle était tellement spéciale, elle était cachée en arrière d'un arbre. C'est une de mes plus belles photos. Vous avez aimé? Ouais. Oui. C'est quoi que vous avez préféré? Moi, c'est le petit film. Le petit film? Et toi, t'as préféré quoi? Moi, c'est voir les constellations. L'amateur d'astronomie diffuse les images et les animations sur un projecteur à miroir sphérique. Mais avant d'avoir des belles photographies, c'est un travail de longue haleine, muni de son télescope et de patience, peu importe les saisons. Je peux passer toute la nuit au complet. Ça l'arrive, mais là, c'est dur un peu pour le matériel. C'est froid, hein, l'hiver. Ça fait que des fois, je peux même imaginer à des températures oscillant aux alentours de moins 25 à moins 30 degrés. Ça m'arrive assez régulièrement. Les aurores boréales, les nébuleuses, les galaxies n'ont plus de secret pour Stéphane Simard, qui revit ses plus belles trouvailles à travers ses photos. Apparaître ma première en fait, capture de la tête de cheval, la nébuleuse de la tête de cheval, c'est là que j'ai compris que j'avais un ciel d'une extrême qualité cette nuit-là. Puis je pense que la tête de cheval est probablement un de mes plus beaux souvenirs. Depuis 6 ans, la plupart des clichés du photographe amateur sont capturés dans le ciel qui surplombe Saguenay. Entre la baie, Jonquière et le parc des Laurentides, il capture tous les astres qui viennent défiler devant son télescope. Monsieur Simard aimerait un jour se construire un observatoire dans les alentours de Sainte-Rose-du-Nord,
En attendant, il continue de transmettre sa passion auprès des plus petits. C'est à l'écart des villes, bravant le froid et armé de patience, que vous aussi vous pourriez peut-être retrouver l'étoile polaire à travers toutes les étoiles dans le ciel. C'était Flavie Villeneuve pour ATM Nouvelles, sous le ciel saguenéen. Au sport maintenant, une microfracture au tibia a contraint le bié-riverain Baptiste Brochu à renoncer à son rêve olympique à Pyeongchang. L'accident est survenu lors d'un entraînement la veille de la finale en snowboard cross. C'est par le biais d'une publication Facebook que le père de l'athlète Alain Brochu a annoncé la nouvelle. En entrevue ce matin à Radio-Canada, l'athlète a mentionné qu'il souhaite déjà penser à ses prochains Jeux olympiques et reste confiant pour la suite des choses. Simone Pilote, à la météo, possibilité de verglas ce soir. En effet, Marie-Ève, ça va se poursuivre en soirée avec une légère pluie verglaçante. La prudence sera alors de mise sur les routes. Ce ne sera pas trop froid ce soir. On attend une température qui oscillera entre les -6 et les -8. À partir de 22 heures, le vent va se lever avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Il sera présent pour toute la soirée et gagnera en intensité dès le lendemain. Pour ce qui est du territoire du lac Saint-Jean, on annonce de la neige intermittente seulement avec une température minimale de -8. Demain, le temps se refroidira à Saguenay et pareillement au lac Saint-Jean avec une température qui pourra chuter jusqu'à -25 degrés. Et finalement, tout cela avec de la neige intermittente en permanence à Saguenay. Pour le lac Saint-Jean, de la neige va cesser en début de journée et le vent sera aussi au rendez-vous avec des bourrasques allant jusqu'à 50 km/h maximum. De retour à toi, Marie-Ève. Merci, Simone. C'est ce qui termine ce web journal. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.